Bienvenue à cette série d'aujourd'hui sur l'apprentissage, apprendre ensemble, offrir des soins et des services en période d'incertitude. Nous sommes ravis d'offrir des services d'interprétation. Si vous voulez entendre la voix de l'interprète, choisissez Français du menu de l'interprétation au bas de votre écran. Si vous avez besoin de soutien pendant le webinaire, vous pouvez demander de l'aide à un de nos producteurs, productrices dans la boîte de discussion. Je m'appelle Lindsay Yarrow et je suis ravie d'être avec vous. Je suis responsable principale de l'amélioration. Je voudrais commencer en reconnaissant que nous nous rencontrons sur un territoire qui a été habité depuis les temps immémoriaux par les peuples autochtones. Je reconnais que je suis hôte ici depuis Kingston, Ontario, qui est le territoire traditionnel et non cédé des Haudenosaunee et des Anishinaabe. Nous reconnaissons et apprécions leur lien historique à cet endroit et l'occasion de nous y réunir aujourd'hui. À Excellence en Santé Canada, nous continuons notre parcours d'apprentissage et notre engagement envers l'amélioration pour tous au Canada. Veuillez vous présenter dans la boîte de discussion et d'où vous vous joignez à nous. J'aimerais prendre un moment pour reconnaître qu'aujourd'hui, c'est le jour national du deuil où chaque année, on se rappelle de ceux qui ont perdu leur vie, qui ont été blessés ou qui ont contracté une maladie suite à des incidents au milieu de travail. Je pense aussi aux nombreuses familles, soignants, amis qui ont été affectés profondément par ces tragédies, particulièrement pendant la pandémie et particulièrement pour ceux qui livrent des services de santé et qui sont à plus grand risque de la COVID-19. Je voudrais reconnaître et ces personnes et les remercier d'être au travail tous les jours et de livrer les meilleurs soins possibles en ces circonstances difficiles. Merci de votre entraide, de votre soin et envers les communautés sous-desservies et ceux qui sont les plus vulnérables. Excellence en Santé Canada représente le nouvel organisme fusionné de l'Institut pour la sécurité des patients et la Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé. Nous travaillons avec les patients et d'autres partenaires de concert vers l'objectif de offrir des améliorations durables en sécurité des patients quant à leur expérience, pour les soignants également. Et nous voulons rehausser la rationalité des services et de la santé partout au Canada et pour tous. Nous sommes un organisme sans but lucratif. Nous sommes heureux de maintenant vous présenter le programme avec le Centre canadien sur les dépendances et l'usage des substances et la BC Patient Safety and Quality Council. Aujourd'hui, je suis heureuse de me joindre à mon autre, Ryan McCarthy. Ryan, à vous la parole. Présentez-vous. Je suis Ryan McCarthy, directeur donc de la mobilisation des connaissances au Centre canadien sur les dépendances et l'usage de substances. Merci. Merci, Ryan. Je veux aussi vous présenter nos conférencières aujourd'hui, la docteure Jeannette Waymakers-Schiff de l'Université de Calgary et Alana Jones de Fred Victor. Si vous voulez maintenant activer vos caméras pour que vous puissiez vous présenter. Jeannette, d'abord à vous la parole. Merci, Lindsay. Je suis professeure de travail social à l'Université de Calgary et ce qui m'amène à cette table, c'est la recherche que j'ai menée depuis 6 ans maintenant sur les éléments de stress psychosocial et pour le personnel qui travaille donc en milieu soignant. Particulièrement un projet que j'ai lancé l'année passée avec Alana Jones quant à l'impact de la pandémie sur le bien-être psychosocial du personnel dans ce secteur. Alana, à vous la parole. Merci, Jeannette. Je suis Alana Jones, directrice des services d'hébergement et de soutien ici à Fred Victor à Toronto. Ce qui m'amène aujourd'hui avec vous, c'est d'être co-présentatrice du travail que Jeannette et moi menons. Particulièrement, je suis intéressée sur l'impact je suis intéressée par l'impact du traumatisme sur le personnel de première ligne. Merci à vous deux. Nous sommes ravis de vous accueillir. Là, nous voulons vous montrer un peu
ce que le programme nous réserve à l'avenir avant de céder la parole à nos conférencières. Il s'agit d'améliorer, de partager, d'apprendre ensemble. Et nous réunissons des équipes de partout au Canada qui travaillent dans des refuges, des centres ou qui travaillent avec des itinérants et aussi des installations donc résidentielles d'utilisation de substances quant à la réponse et la reprise en moment de pandémie. Nous commençons en fait vraiment dans cette série, bien que le financement de démarrage soit venu à échéance pour ceux qui voulaient faire demande. Nous mettons de l'avant ces 6 pratiques prometteuses et nous allons approfondir dans chacun de ces domaines. Brian va nous en parler un peu. Oui, merci, Lindsay. Alors, nous allons présenter une série donc d'apprentissage en ligne avec 3 éléments principaux, des webinaires qui vont permettre donc un aperçu et qui seront offerts chaque mois sur divers sujets avec des experts en la matière, suivi par une séance de questions-réponses. Les caucus seront offerts chaque mois également, 2 semaines après le webinaire, pour approfondir le même sujet et donc aider à mieux comprendre les enjeux. Des conférenciers seront invités à offrir donc un aperçu bref et donc sur ce sujet, les participants pourront discuter de la question. Les ateliers seront faits chaque 2 ou 3 mois avec de la formation, des outils, des ressources sur des sujets précis et des activités guidées pour permettre aux participants d'appliquer les connaissances, les outils et les ressources. La durée de l'atelier dépendra du sujet. Nous demandons à tous de partager vos objectifs d'apprentissage pour mieux vous appuyer, mais aussi pour comprendre les défis sur le terrain. Ça, c'est un résultat direct de l'interaction avec divers groupes concernant donc le bien-être de leur personnel, qu'il s'agisse donc d'épuisement professionnel ou de difficultés à travailler dans cette incertitude de pandémie ou des équipements nécessaires pour mener le travail. Le bien-être psychosocial de ceux qui vivent et qui travaillent en milieu de pandémie c'est vraiment essentiel de comprendre cela. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser la boîte de discussion. Si vous avez des questions aussi, vous pouvez demander directement réponse à Tanya McDonald dans une ou l'autre des langues et si vous voulez le faire de vive voix. Donc, la présentation que nous allons voir maintenant va nous aider à éclairer des lumières sur les stress traumatiques psychosociaux. Merci Ryan. Il s'agit donc de la présentation inaugurale et j'espère ne pas vous désappointer. Prochaine diapo. Alors, nous avons mené un projet de recherche depuis 6 ans maintenant pour étudier les besoins psychosociaux et les éléments stressants du personnel qui travaille dans le secteur de l'itinérance. Maintenant, nous allons plus loin, nous approfondissons la question de ces besoins, de ces stresseurs en pleine COVID et nous comparons ce que nous avons appris au cours des 5 années précédentes par rapport à ce qu'on vit maintenant. Pourquoi avons-nous voulu faire cela? Parce qu'il y a un manque de reconnaissance des facteurs de stress mental associés au travail. Et ma préoccupation, c'était si oui ou non le stress traumatique est plus important, plus fréquent et plus profond que l'épuisement professionnel. Et je vais y revenir parce que ça, on a découvert des éléments cohérents là-dessus. Il y a aussi des préoccupations quant à l'adéquation de la formation du personnel, le soutien, le salaire et aux avantages offerts, et aussi un taux de roulement très élevé, ce qui coûte très cher aux organismes. Et je soulignerai qu'en fait, ce n'est pas seulement la formation, le personnel et le soutien qui est lié aussi au fort taux de roulement. Ça, c'est intéressant de plus. Par ailleurs, l'expérience avec la COVID et les précautions qu'on a dû prendre, ça a causé évidemment des stress supplémentaires, ça alourdit le fardeau et nous commençons à trouver des réponses quant à cette question-là et nous continuons à étudier la matière. J'espère que je ne parle pas trop vite. Si c'est le cas, interrompez-moi. Alors, brièvement,
Un aperçu rapide. J'ai commencé cette recherche en 2014 lorsqu'on m'a demandé, en fait, la Fondation des itinérants, un organisme d'ensemble qui coordonne et appuie tout ce secteur grâce à divers programmes à Calgary, m'ont demandé des rapports sur l'épuisement professionnel. Nous allons parler d'épuisement professionnel, mais nous allons souligner que c'est le stress en moment de pandémie qui a un effet plus important. Il y a une différence, c'est très important. Depuis 5 ans, nous avons étudié des refuges à Calgary et à Saint John. Et nous avons étudié aussi donc les services d'hébergement de soutien pour les personnes itinérantes à Saint John, en Nouveau-Brunswick, et les programmes d'hébergement de soutien pour les personnes itinérantes à Calgary. Ces résultats ont été cohérents jusqu'à ce qu'on arrive à une nouvelle étude, donc financée par le crèche dans 7 villes canadiennes. Calgary, Edmonton et Saint John sont les villes étudiées car nous avions des données précédentes pour voir quels ont été les effets de la COVID. Nous avons ajouté Toronto, Thunder Bay, Fredericton et Moncton. Donc, on se retrouve un peu partout au Canada. Nous ne couvrons pas toutes les grandes villes, mais c'est un bon. Dans nos travaux précédents, nous avions découvert que lorsqu'on posait la question, est-ce que vous avez vécu donc des événements importants, traumatiques, de stress dans leur vie, 95% des répondants indiquent donc une réponse positive. Et c'est donc un pronostic possible à ce moment-là de TSPT. Et 55% des répondants indiquent avoir vécu un de ces événements traumatiques au travail. Donc, le travail dans des services aux itinérants place le personnel à plus haut risque de vivre ces événements traumatiques que d'autres emplois. C'est très important car c'est la première fois, à part les policiers et les ambulanciers, où on sait qu'ils vivent des événements traumatiques. Et évidemment, le personnel des salles d'urgence également. Mais ça, c'est la première étude qui indique que des événements traumatiques sont vécus hors des services d'urgence ou médicaux ou policiers sont élevés et c'est en fait alarmant par rapport aux autres domaines. Ici, vous voyez les résultats de notre étude. Entre 33 et 41% du personnel ont fait rapport de stress traumatique qui pourrait mener à un diagnostic de trouble syndrome post-traumatique. Et 95% donc des cas sont confirmés par un diagnostic justement de TSPT. Et dans notre étude d'origine, on avait relevé 33%. Et 5 ans plus tard, lors de notre étude d'un des programmes à Calgary, le taux s'était élevé à 41%. Et je ne sais pas si ce taux s'est accru en raison du stress qui est accru ou si c'était un groupe similaire de travailleurs ou c'est une combinaison des deux. Mais ce qui est intéressant, c'est que 24% des membres du personnel ont signalé aussi un épuisement professionnel. Et ça, c'est cohérent dans toutes nos études. Donc, toutes nos études montrent bien que le personnel est plus stressé qu'il n'est épuisé. Et vous me direz, quelle est cette différence et pourquoi? Prochaine diapo. Et voici, je vais vous expliquer un peu de quoi il s'agit. J'aime utiliser des images pour bien expliquer la chose. Avec l'épuisement professionnel, c'est des cendres donc qui restent. On n'a plus l'énergie de compassion nécessaire. On sent une perte d'idéalisme, un sens d'accomplissement réduit, une sorte de frustration, de dépression, de cynisme. Tandis qu'avec le stress traumatique et le TSPT, on pourrait avoir de l'anxiété et de la peur.
On peut se sentir épuisé, mais c'est un épuisement émotif. Il y a aussi des rappels intrusifs d'événements traumatiques qui viennent à l'esprit et d'autres symptômes de stress également pourraient se déclarer. Et il pourrait aussi y avoir une altération de la perspective sur la vie quant à la confiance, la sécurité, la maîtrise des choses et l'intimité. Ce qui est important, c'est que dans un stress traumatique, on ne perd pas la capacité de compassion, d'aide, et on veut toujours donc rendre service, mais on se sent émotivement complètement épuisé. Tandis que l'épuisement professionnel mène plutôt à une usure absolue de compassion. Et voici la diapo que je viens d'expliquer. La différence entre l'épuisement professionnel et le stress traumatique. Prochaine diapo. Donc, notre étude actuelle, ça, où nous avons étudié dans 7 villes et étudié des organismes clés à participer, il s'agit donc de traumatisme indirect, donc stress traumatique. On a étudié donc un échantillon, on a envoyé un sondage à nombreux membres du personnel qui ont participé. Donc, ça passait le taux de réponse de 3 pour le plus faible à 35, 40, 45, mais jamais plus de 55 des gens qui sont admissibles à participer. Et la réponse ici, c'est est-ce que les gens qui remplissent ces sondages ont l'énergie pour le faire? Ils sont si épuisés qu'ils n'en ont plus, peut-être. Donc, ce qu'on a fait avec nos études, c'est qu'on a demandé à la participation, donc aux organismes, mais on a aussi demandé du temps pendant les réunions du personnel pour présenter notre sondage. Et on a aussi demandé qu'on offre au moins une demi-heure de temps pendant les heures de travail pour que le personnel puisse compléter ce sondage. Et c'était au choix, évidemment, c'était facultatif au choix de la personne. Alors, nos taux de participation à nous étaient extrêmement élevés et ils sont passés de 85 à 100 de l'ensemble des participants admissibles. Donc, nous sommes assez certains d'avoir capté tout le monde. Prochaine diapo. Les niveaux de stress traumatique pendant la pandémie. Chez les personnes qui travaillent principalement à distance de la maison, 56 d'entre eux ont fait rapport de stress traumatique qui pourrait mener à un diagnostic TSPT. Ceux qui travaillent directement donc avec les clients dans un refuge, une soupe populaire, etc., ont mentionné à 52 de stress traumatique. Et lorsqu'on fait une analyse, il n'y a pas d'écart statistique significatif. Mais il est intéressant simplement de noter que ceux qui travaillent donc en contact direct ne montrent pas un taux beaucoup plus faible que ceux qui travaillent principalement à distance. Ces deux taux, cependant, sont significativement plus élevés que dans les rapports antérieurs. Nous sommes passés de 33 à 45 à 56 ce qui est un saut vraiment phénoménal. Et l'autre élément, c'est que les données viennent de nous arriver, donc on n'a pas eu le temps de les intégrer au diapo, mais le point suivant, c'est qu'on continue à avoir 24 de la population du personnel qui fait rapport d'épuisement professionnel de haut niveau, donc de haut taux d'épuisement professionnel dans 24 des cas et 56 d'entre eux font rapport de stress traumatique. Alors, quels sont les plus grands facteurs de stress? Je pourrais vous dire que cela ne découle pas nécessairement de l'analyse actuelle de nos données, mais au cours des mois à venir, nous aurons une compréhension beaucoup plus approfondie et détaillée de cet élément. Bon, est-ce qu'il s'agit d'un manque de sécurité physique ou psychologique? Y a-t-il donc une question de disponibilité des équipements de protection et peur de la contagion ou l'incapacité à travailler à la maison? Ça ne semble
pas avoir un impact, en tout cas, dans l'analyse préliminaire. Crise des clients. Bon, évidemment, congé trop court pour permettre le rétablissement après un stress, on ne le sait pas. Et lorsque des gens ont des rôles essentiels pour assurer la sécurité des personnes extrêmement vulnérables, est-ce qu'il s'agit plutôt de la disponibilité de mesures de soutien à l'encadrement ou de la possibilité de perte de revenus en cas de maladie? Voilà des questions que nous analysons pour déterminer quels sont les plus grands facteurs de stress. Et comme je vous l'ai dit, nous espérons avoir une réponse sous peu. Il me semble, lorsque je réfléchis à tout ceci, cependant, que la hausse de stress traumatique pourrait ne pas être entièrement un effet du travail direct avec une contagion élevée chez les pairs, parce que les travailleurs qui œuvrent de la maison davantage font rapport de niveau de stress, de taux de stress encore plus élevé que ceux qui travaillent directement avec en contact avec les personnes. Alors, quelles sont les leçons tirées de cela? Il y a des menaces. Les menaces, c'est qu'il y a une reconnaissance insuffisante du rôle essentiel joué par les travailleurs de première ligne dans l'appui, l'entraide et l'aide aux populations vulnérables, vulnérables de plusieurs manières et certainement à plus haut risque de contracter la COVID-19 et d'en souffrir les conséquences. Il y a aussi des menaces relatives à un manque de formation et de soutien à l'encadrement adéquat. Donc, et ça continue à être le cas pour le personnel durant notre dernière ronde de collecte de données même. Et il y a aussi une formation insuffisante en soins tenant compte des traumatismes, donc pour les organismes et les personnes également. Et quant aux occasions à y voir, Alana et moi avons travaillé avec de nombreuses personnes clés dans des postes politiques et notre message est le suivant. Nous voulons voir des lois qui incorporent les travailleurs de première ligne comme étant donc des essentiels, des personnes essentielles et vulnérables donc quant à la maladie. Et il y a aussi besoin de formation accrue et pertinente pour le personnel et il faut aussi veiller à offrir de multiples mesures de soutien au personnel parce qu'une mesure ne pourrait ne pas s'appliquer ou être efficace pour tous. Et il faut mettre en œuvre des soins tenant compte des traumatismes à tous les échelons d'un organisme. Et je cède la parole à Elana. Merci, Jeanette. Je vais parler un petit peu du travail que nous accomplissons dans notre organisme Fred Victor avant la pandémie et pendant et durant la pandémie. Donc, vous connaissez peut-être Fred Victor. Ça fait 127 ans qu'on existe et qu'on offre donc des appuis, des systèmes de soutien euh, au centre-ville à Toronto. Nous avons 500 personnes, donc membres du personnel dans 22 établissements. Alors, comme de nombreux organismes, on avait des programmes d'aide aux employés avant la pandémie et il y a quelques années, un autre directeur avait lancé un partenariat avec le Ontario Psychotherapy and Counseling Program qui nous ont appuyés vraiment, pas seulement pour offrir ces appuis au personnel et aux clients, mais au personnel de manière individuelle, ce qui offre donc des occasions diverses pour le personnel et les équipes, ainsi que les clients, afin de complémenter le travail que nous menons. Nous avons fait un effort pour accroître les mesures de réduction des méfaits pour le personnel. Nous avons voulu nous centrer davantage là-dessus pour que le personnel qui avait besoin d'accès à ces mesures puisse les trouver et que l'information également soit disponible. Et un des éléments avec lequel nous avons des difficultés souvent, c'est le syndicat, peut-on faire ceci, peut-on faire cela? Mais dans notre cas, le syndicat
à travailler main dans la main avec l'organisme pour veiller à ce que le personnel soit soutenu. Et reconnaissance du personnel. À la fin de chaque année, on reconnaît le personnel. Donc, ça, c'est très important. Et il y a aussi un encadrement continu du personnel et des gestionnaires. Lorsque la pandémie a surgi, nous avons dû commencer à vraiment réfléchir aux mesures de soutien du personnel qui devaient être rehaussées. Alors, tandis que ces mesures protègent la clientèle, il faut aussi penser à nous protéger, nous et nos familles. On sait à quel point les quelques premiers mois ont été difficiles pour nos équipes en contact avec la clientèle et nos équipes communautaires de santé mentale et qui travaillaient dans la communauté. Alors, nous avons veillé à assurer que le programme d'aide aux employés soit accessible, peu importe si on était un personnel donc contractuel ou un personnel de projet ou un personnel de remplacement. Et pendant cette période remplie de stress, nous avons été ravis d'être la première organisation, une des premières au Canada à offrir un personnel de première ligne et aux gestionnaires une paie et des primes tenant compte de la pandémie. C'était vraiment important de reconnaître donc la rémunération du personnel étant donné la pression accrue. Puis, nous avons élargi le partenariat avec l'Ontario Psychotherapy and Counseling Program pour que cela s'applique à tout le personnel et même les membres de la famille. Nous avons engagé un psychothérapeute externe pour travailler donc en tenant compte des traumatismes. Quelqu'un qui était très familier avec le travail dans un environnement chaotique qui pouvait offrir un appui immédiat afin que le personnel puisse parler à cette personne et obtenir un soutien immédiat. Nous avons aussi fait un effort pour bien montrer qu'on ne faisait pas simplement reconnaître symboliquement le personnel, mais qu'on le faisait de manière concrète. En plus, la prime donc payée, nous avons aussi payé des repas, de très bons repas, et nous avons demandé aux membres du conseil d'administration d'offrir des marques de reconnaissance euh, à tous les membres du personnel. Et un élément aussi qu'on a mis en marche pendant six semaines, nous avons publicisé notre personnel sur les bulletins d'affichage public, donc les panneaux publicitaires. Donc, par exemple, au centre Eaton, le long de diverses autoroutes. Donc, nous avons donc mis de l'avant ceux qui travaillaient donc avec nous, les itinérants, avec des problèmes de santé mentale, des problèmes d'utilisation de substances. Et puis, nous avons fait des caucus très rapidement pour accroître nos rencontres avec le syndicat également. Donc, hebdomadaire, des réunions hebdomadaires, nous avons mis à jour tout le monde. Voici ce qui se passe avec notre distribution de pays. Voici ce qui se passe donc avec le personnel. Comment peut-on travailler de concert? Parce que jusqu'ici, le syndicat avait vraiment travaillé avec nous, et pas seulement quant aux questions de service, mais nous avons eu l'occasion de dire, voici les politiques que nous mettons en place pour soutenir le personnel. On vous les présente, donc de manière très collaborative. Cela a veillé à ce que le personnel se sente appuyé. Alors, merci beaucoup. Il s'agit donc là d'un aperçu rapide de ce que Fred Victor a fait avant donc la pandémie et pendant et durant la pandémie. Merci. Merci, Jeanette et Elena. Je vois des commentaires dans le clavardage, dans la boîte de discussion. Alors, merci beaucoup donc de cette conversation fort opportune. Alors,
La première question, Ginette, je crois, s'adresse à vous et traitait précisément, et ça vient de Debra, qui travaille aussi dans un centre de traitement de la toxicomanie, et elle indique que le profil de la clientèle a changé de manière incroyable et que les niveaux de stress sont beaucoup plus élevés. Alors, est-ce que on fait attention donc au profil clinique des clients que l'on dessert? Donc, avant même de se pencher sur leur cas, les choses ont tellement changé. Qu'en pensez-vous? Oui, Nancy, merci de la question. Je suis d'accord. Et je sais que les profils cliniques sont devenus plus complexes. Et idéalement, ça serait très bien d'avoir des données qui appuient cela et qui comparent cela aux effets que ça a sur le personnel. Une des limites de ma recherche, c'est qu'on n'en étudie que le personnel sans factoriser la complexité de la clientèle. Bon, on y arrive au plus près en étudiant le type d'événements traumatiques donc auxquels le personnel pourrait être exposé pendant leur travail. Mais je n'ai pas eu l'occasion d'étudier, donc afin de voir si les données actuelles qu'on vient de recueillir, si ces événements traumatiques donc ou percutants ont, parce qu'on sait que bon le niveau de stress est indiqué à 55 donc ce qui est intéressant, c'est que je ne peux pas trouver d'autres études qui utilisent donc ces événements traumatiques pour les comparer à l'impact que cela a sur le personnel. Donc, c'est une très bonne question, mais je n'ai pas vraiment de bonnes réponses à vous donner. Elana, comme vous, Janet, je ne sais pas quelle est la recherche où ça se situe là-dessus. Mais du coup, sur le terrain, on voit certainement une augmentation de clients qui ne sont pas seulement vulnérables, mais qui présentent des besoins beaucoup plus complexes. Des personnes qui étaient donc hésitants à rechercher des services dans le passé, donc rayonnent vers nous maintenant pour obtenir des soutiens. Donc, mais on n'a pas de la réponse vraiment donc statistique et on ne peut pas parler des données. Lindsay ou Ryan, une des questions que j'ai vues, c'est qu'il y a une nuance intéressante entre les travailleurs à distance et les travailleurs de première ligne qui vivent tous donc des hauts niveaux de stress. Pour les travailleurs à distance, quelle est la raison? Parce que moi, j'aurais supposé que les travailleurs de première ligne en contact direct auraient fait rapport de davantage de stress. Pourquoi pense-t-on que les travailleurs à distance se sentent comme cela? Vous savez, Ryan, j'aime la question. Ça me rappelle l'énigme auquel j'ai fait face en 2015-2016, lorsque j'étudiais premièrement les résultats de ce que je considérais comme étant l'étude sur l'épuisement professionnel et je me disais, ils sont pas épuisés, ils sont stressés. Et le stress est tellement évident. Et ça m'a pris un certain temps à comprendre cela. Et j'ai fait face à un truc qui était différent que ce à quoi je m'attendais. Et ici, c'est un peu la même chose. Je me demande si ce que l'on voit reflète un plus haut taux de stress qui est vécu par nous tous qui sommes parfois au travail à distance. Donc, on ne fait pas seulement que mesurer le stress des travailleurs de première ligne, parce que ceux qui travaillent à la maison le vivent également. Et est-ce que nous étudions donc l'effet d'un sentiment d'être traumatisé qui se retrouve partout dans la société? C'est une supposition assez spéculative, mais si on pense que ceux qui travaillent à la maison ont le même taux de stress que ceux qui travaillent directement en contact avec la clientèle, euh, c'est assez étrange. Donc, oui, comment comprendre cela? Euh, J'aimerais bien savoir si vous avez des suggestions, des commentaires à cet égard, ça m'intéresserait.
Je crois que ce qui est intéressant, c'est que tandis qu'il y a des gens qui travaillent à distance, tout notre personnel, en fait, doit aussi travailler en contact direct avec la communauté. Donc, ce n'est pas seulement des soins virtuels que l'on offre. Et on fait peut-être face à une combinaison. Donc, je ne suis pas dans un espace de bureau, mais je dois toujours sortir pour offrir des soutiens. C'est peut-être à cause de cela, je ne retourne plus au bureau, mais je dois quand même sortir de chez moi. C'est vrai, un des marqueurs du traumatisme, c'est un sentiment de manque de contrôle, de manque de maîtrise de la situation. Et on a très peu, donc on se sent impuissant. Et comment on peut traiter, composer avec cela lorsqu'on est émotivement dépassé. Et moi, ma réponse immédiate, c'est que ceux qui travaillent à la maison peuvent mettre à l'horaire leur rendez-vous et lorsqu'ils voient des clients qui ont davantage de maîtrise de leur environnement de travail, et ces personnes ont un plus grand, donc une plus grande maîtrise de leur environnement de travail et vivent toujours un stress très important. Alors, dans le webinaire, on a une boîte de discussion. Si vous pouvez continuer à nous donner davantage d'informations, donc par la boîte de discussion, veuillez utiliser cette boîte de discussion. Donc, nous n'avions pas encore parlé de cette question dans notre série donc de webinaires et on va certainement entendre vos commentaires et vos réactions dans la discussion, la boîte de discussion. Et vous avez dit que votre fardeau de travail a été quadruplé pratiquement lorsque vous travaillez de la maison. Les pressions sont donc accrues et c'est vraiment très lourd. L'autre chose que j'ajouterais, c'est que plusieurs personnes qui travaillent de la maison, particulièrement s'ils ont des partenaires qui travaillent aussi de la maison et des enfants qui sont maintenant à la maison, et pas à l'école, et qu'aucun de ces choix n'a été donc le choix de la personne. On a dit simplement rester à la maison. Et si on travaille donc dans ces circonstances-là, c'est bien différent que d'avoir fait le choix. Les gens qui vivent dans des plus grandes villes ou peut-être on vit dans un appartement plus petit, l'espace est restreint et il y a bien peu d'occasions donc de sortir et de voir des espaces ouverts, des espaces verts. Cela ajoute au sentiment d'être dépassé par le traumatisme de la pandémie. Les gens commencent à poser la question, est-ce que cette pandémie crée un traumatisme? Et moi, je pense véritablement que c'est le cas. Et c'est ce qu'on voit ici. Nous savons que les travailleurs de première ligne sont traumatisés et qu'une partie de ce traumatisme provient évidemment de leur clientèle. Nous savions cela même avant la pandémie, mais cette hausse, donc, provient peut-être du fait qu'on travaille en première ligne pendant la pandémie ou du fait que nous sommes dans cette situation qui nous dépasse et que nous ne maîtrisons pas la pandémie. Il n'y a pas de possibilité de maîtriser la situation, sauf la possibilité de porter des masques et de s'isoler et de se faire vacciner et de prier. J'allais ajouter que nous savons de notre travail à quel point le modèle d'appui des pairs est important, de partager l'expérience avec ceux qui nous entourent et les discussions au bureau, par exemple. Est-ce que à Fred Victor, les occasions donc d'appui, d'entraide entre pairs, comment est-ce que ça se décline chez vous? Oui, je pense que ce qu'on voit, c'est que nous avons une rotation. Il y a des jours où les gens viennent au bureau, d'autres travaillent à distance pour aussi ménager notre approvisionnement en EPI. Euh, et on voit de plus en plus qu'on demande qui seront les collègues qui seront là au bureau ce jour-là, parce que la question de remue-ménage concernant les questions de clientèle et les points donc à discuter, ça fonctionne davantage en personne que par Zoom. Et nous avons aussi tenté de mettre en ligne des activités Zoom amusantes, mais c'est pas du tout la même chose. Nous commençons donc à comprendre que l'isolement social a vraiment un effet sur nos équipes. Et il y a certaines personnes du personnel, membres du personnel,
qui ont de la difficulté avec les ressources virtuelles qui doivent être utilisées pendant cette pandémie. Et ça crée aussi des obstacles. Ils n'ont pas les bons soutiens. Parfois, simplement d'avoir nos consultations sur les lieux, les gens ont beaucoup de difficultés, par exemple, donc à tenter de travailler là-dessus, mais à distance, donc de manière virtuelle, du côté des clients comme du côté du personnel. Alors, c'est de le faire, cependant, sur le tas, on doit réagir sur le tas. Nos gestionnaires, guident de plus en plus nos membres du personnel concernant la technologie. Il y a aussi une certaine gêne d'exprimer notre incapacité d'utiliser les technologies du point de vue du personnel et avec la clientèle. Les personnels vivent cette lassitude Zoom et en fait, c'est un élément intéressant. Et Alana, pour revenir à votre point, il y a eu un commentaire concernant le manque de maîtrise sur la situation et ceux qui ont moins de compétences en technologie, et le manque aussi de maîtrise pour contribuer, par exemple, la réglementation en changement, les allers-retours entre le confinement et le déconfinement, l'impossibilité de voir que sera la nouvelle normalité. Alors, qu'en pensez-vous de ce manque de maîtrise et comment pouvez-vous garder donc votre personnel bien focalisé et équilibré? Eh bien, pour nous, nous avons dû faire des changements importants. Alors, le fait que notre équipe donc a pu d'avoir un psychologue, comme je vous l'ai dit, un psychothérapeute qui a travaillé directement avec nos équipes. Ça a été vraiment une solution de rêve parce que cette personne a pu connecter, a pu établir des liens avec les membres du personnel individuellement et en groupe également. Et quant à la supervision, plutôt que d'avoir une supervision sur Zoom, nous tentons de faire des rencontres individuelles, par exemple dans la salle de conférence, et aussi pour ceux qui travaillaient donc à distance, d'avoir une certaine structure. Nous faisons tout ce que nous pouvons, mais voici donc des manières par lesquelles on pouvait avoir aussi des rencontres en personne. Ce n'est pas nécessairement facile, mais en tant que gestionnaire avec un peu d'effort, on peut certainement tenter d'installer un sentiment de maîtrise et aussi de reconnaître et de demander au personnel, est-ce que vous avez la difficulté à travailler entièrement à distance? Alors, à ce moment-là, vous pouvez faire une rotation de 2 jours par semaine, mais il faut faire aussi attention aux capacités selon les sites d'où on travaille et l'équipement, évidemment, le pays. Et c'est comme cela qu'on appuie donc nos équipes. Bon, il y a par exemple le membre du personnel qui dira, moi, je dois prendre une pause en ce moment parce que je dois aider mes jeunes qui ont des problèmes à l'école et donc il peut revenir un peu plus tard. Et voilà, c'est comme ça qu'on a essayé de faire les choses. Une autre question, c'est que pour le personnel qui n'a pas le choix de travailler donc en première ligne, une des préoccupations pour les gestionnaires, la vulnérabilité du personnel à ce moment-là, qui pourrait ne pas avoir l'occasion de travailler à distance et qui pourrait donc vivre des facteurs de risque supplémentaires. Oui, Lindsay, ça a tout à fait du sens encore ici. Encore une fois, on parle d'un ensemble de données qui n'a pas été entièrement étudié et collecté, en fait. Il y a 350 répondants de sondages que nous avons menés déjà et quelques douzaines d'entrevues qu'on a menées avec des administrateurs clés. Nous avons donc un bon ensemble de données, mais qui n'a pas encore été décortiqué entièrement. Un autre élément, c'est que nous sommes en train d'analyser en ce moment, et Alana va prendre la responsabilité de cela, c'est notre préoccupation concernant quel type d'impact la COVID a sur ce personnel qui ont une expérience vécue. Nous savons que dans le secteur de l'itinérance, il y a des pressions importantes pour avoir des gens avec de l'expérience vécue dans le personnel.
que ces personnes apportent une valeur ajoutée dans leur compréhension de ce que ça veut dire d'avoir vécu l'itinérance. Cependant, ce qu'on ne sait pas de manière évidente encore, est-ce que la COVID ou est-ce que ce travail a des implications distinctes sur ces personnes ayant vécu que pour les autres? Et on a remis ces gens-là en situation de vulnérabilité. Nous ne sommes pas encore certains de cela. Hélène a un mot à ajouter là-dessus. Merci, Janet, de me mettre sur la sellette. Mais évidemment, les données ne sont pas encore entièrement analysées, mais ce que je remarque sur le terrain, c'est que nous devons y porter attention absolument. Alors, restez à l'écoute pour cette information. Mais encore une fois, on a constaté aussi que certains membres du personnel n'ont pas parlé de leur propre cheminement de santé mentale ou donc de leur utilisation de substances. Bon, quelque chose d'aussi simple que d'assurer de mettre, par exemple, des, 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 des équipements pour disposer de certaines, de la paraphernalia, donc de l'équipement, donc de l'utilisation de substances, de pouvoir en disposer de manière sécuritaire, c'est important. Par ailleurs, il y a un autre défi si on travaille de la maison. Les protocoles de COVID des employeurs de la santé publique ne sont pas entièrement les mêmes. Et comment peut-on, si on est gestionnaire, décider du protocole qui est celui à suivre? Et comment naviguer à travers tout ça? Est-ce que vous avez des réflexions là-dessus et sur l'effet que ça a sur le stress? Je pense que c'est de travailler avec les gens de manière individuelle. Nous avons donc modifié l'horaire des gens et évidemment, pour ceux qui travaillent face à face, on ne peut le faire, mais pour ceux qui travaillent à distance, lorsqu'on le peut, certainement, on a été en mesure de modifier les horaires, de les aménager, mais c'est pas facile. Une autre chose qui n'est pas facile, c'est un très bon commentaire. Lorsque on a des lignes directrices divergentes provenant de différentes sources, on n'a pas d'indication claire quant à la priorisation. Et donc, les directives qui dominent, c'est un autre, qui doivent dominer ou qui devraient le faire, c'est un autre élément de stress. Et je pense que les gens optent pour le principe de la sécurité d'abord, c'est-à-dire le plus haut niveau de restriction. Mais il y a des rebelles en nous, parce que moi aussi, j'étais parfois un peu une rebelle, c'est qui aimeraient donc mettre tout ça de côté et dire oublie ça. Mais on ne peut le faire en ce moment, c'est la réalité que nous vivons. Et l'équilibre de ces protocoles mouvants, ce n'est pas c'est pas une réponse facile à donner en ce moment. Personne ne dit ce qui doit dominer ou supplanter quant aux directives. Est-ce que Ryan, vous avez un mot à dire là-dessus, Lindsay? Merci, Jeannette. Rien à ajouter, mais la discussion est assez active et je continuerai à regarder ça pendant les quelques minutes qui nous restent. J'ai vu un commentaire validant ce que vous avez dit quant à l'impact de travailler à la maison, l'isolement social. Donc, et donc la possibilité de trouver une bonne rotation du personnel. Aussi, avoir des liens avec nos pairs dans cet isolement. Donc, cela peut être difficile. Par ailleurs, l'autre commentaire, Debra a parlé de l'effet du racisme. Dans la pandémie et les réponses à la pandémie, nous devons factoriser l'impact du racisme chez nos bénéficiaires de services et pendant toute la pandémie, en fait. Est-ce qu'il y a des commentaires là-dessus? Vous savez, c'est intéressant. Cette question est posée à une équipe
formé d'une femme très blanche et d'une femme très noire. Et Alana et moi avons tenu des bonnes discussions sur ce sujet, car évidemment, ça a soulevé notre intérêt. De mon point de vue, je dirais qu'une fois qu'on est dans une situation de traumatisme, on devient hyper vigilant. Et peut-être, dans ce cas, cette hypervigilance, c'est très bon parce que ça nous permet d'être plus sensibles à des questions qui ont toujours existé, mais qu'on n'a pas vraiment, auxquelles on n'a pas vraiment fait attention dans le passé. Je ferai écho à ce que vous dites, Jeannette. Je pense que ça a vraiment souligné un nombre d'éléments qui étaient en dormance dans le secteur et dans la société. Et c'est là maintenant, et ça attire l'attention de tous. Je pense que c'est une ligne très fine parce que parfois on se dit, mais sur quoi on met l'accent ici? Quel est notre point de mire? Mais lorsqu'on parle de gens qui ont vécu des choses quant à la prestation des services, comment on offre les services, évidemment, on veut toujours mettre l'accent sur le client, mais tout en nous orientant aussi sur le personnel. C'est pas facile. C'est pas facile de jongler avec tout ça. Merci. Dernière question à Ryan. Merci. Un autre point qui a été souligné, qui est intéressant, c'est qu'il y a des gens qui aiment bien travailler de la maison. Ça leur permet un peu plus de souplesse concernant l'autogestion de la santé et la gestion des enfants. Mais du point de vue de la gestion ou du leadership, ça a été une autre chose parce que la recevabilité qu'on trouve normalement dans une structure de bureau, c'est pas la même chose là. Et le commentaire concernant aussi les soins tenant compte du traumatisme, c'est pas seulement individuel, mais c'est aussi une structure d'organisme. Oui, ici à Fred Victor, nous travaillons très fort à en arriver à une compréhension commune dans tout l'organisme concernant les soins tenant compte des traumatismes et pas seulement dans des domaines précis, mais les outils virtuels que nous utilisons de plus en plus nous donnent l'occasion d'établir des poids et des contrepoids. Et je dois faire confiance à mon personnel qui continue à faire du travail incroyable. Et lorsque je parle de moi, je dis moi en tant qu'organisme, l'occasion est là pour nous de trouver cet équilibre. C'est une conversation continue que nous devons tenir avec le personnel. Il y a des attentes des bailleurs de fonds, absolument, mais ça, c'est faisable. Encore une fois, on a dit que donc parfois on ne peut gérer le travail donc à distance, mais dans beaucoup de cas, les services que l'on offre, donc le nombre de services que l'on offre s'est accru et la prestation s'est également accrue, mais il faut aussi veiller à ce que le personnel prenne soin de lui-même. Je crois que l'enjeu des soins tenant compte des traumatismes intersecte avec les questions de pouvoir et de contrôle. Et les superviseurs pensent avoir un plus grand sens de contrôle s'ils voient des gens rentrer dans le bureau pour faire leur travail et quitter à la fin de la journée et ne pas prendre trop longtemps au repas. Et vous savez, lorsque l'on donne davantage de maîtrise et de contrôle aux personnes et que vous leur donnez un sens d'auto-efficacité, que vous les rendez responsables, vous allez obtenir de meilleurs, probablement des résultats meilleurs ou enfin tout aussi bons. Et comme Lana l'a dit, ce changement d'attitude et de perception à cet égard au cours de l'an passé, ça a été absolument profond et c'est très intéressant. Alors, nous vous remercions du fond du cœur pour cette conversation stimulante. Et nous espérons que vous allez continuer à nous informer des résultats de votre recherche au fur et à mesure que vous les obtenez, parce que nous voulons savoir quelles seront donc les occasions à saisir à l'avenir à cet égard. Pour tous les participants, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous mettre maintenant à l'écran notre sondage. La première question vise
Si vous en savez plus sur le stress traumatique et comment supporter le bien-être du personnel qu'avant d'assister au webinaire, sur une échelle tout à fait d'accord à fortement en désaccord. Prochaine question. Dans l'ensemble, je suis satisfait de ma participation au webinaire. Encore une fois, la même échelle, de tout à fait d'accord à fortement en désaccord. La question 3. Je pourrais appliquer ce que j'ai appris au cours de ce webinaire dans le contexte de mon travail, encore une fois en utilisant la même échelle. Et toute l'information dont vous nous faites part est utile et continue à modeler les webinaires que nous offrirons à l'avenir. Si vous voulez en savoir davantage, n'ayez crainte de rayonner vers nous. Nous vous donnerons toute l'information dont vous aurez besoin. Lorsque vous aurez fini avec le sondage, cliquez sur soumettre et nous vous remercions d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui. Le 1er juin sera notre première date de webinaire et davantage d'informations vous sera envoyé d'ici là. Au revoir et merci à tous.